Mais c'est un complément qui coûte cher. Il est très cher, ça devient même un produit de luxe. Allez sur le marché, vous allez voir pour les femmes qui vendent le coquille. Elles donnent moins de manioc. Si tu demandes le complément en manioc, banane, banane, tu auras plus de banane que de manioc. Parce que le manioc est cher. C'est un complément. Les gens vont prendre ce complément-là parce que culturellement, ils aiment le manioc. C'est un manioc, un produit. Donc, même le valoriser en termes de complément, c'est-à-dire entier, c'est pas sur ce modèle économique qu'il faut travailler. Par contre, on peut travailler sur un modèle économique où Donc, bienvenue sur la chaîne du bureau AC Expertise, une chaîne sur laquelle nous parlons essentiellement d'expertise, mais d'expertise africaine. Parce que nous pensons que c'est grâce à la connaissance d'une part et à l'expérience pratique sur le terrain que nous pouvons apporter un appui au développement de notre continent. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accueillis dans les bureaux d'AgroPME avec M. Norbert Moncam, qui est le président de cette institution, qui a plus de 35 ans d'expérience dans le domaine de l'appui au secteur privé. Mais nous laissons Norbert lui-même pouvoir se présenter. Bonsoir Didier, c'est un plaisir de vous recevoir ici à notre siège au bureau d'AgroPME. Moi je suis Norbert Moncam, je suis agroéconomiste de formation. Avec une quarantaine d'années d'expérience, cette structure a été créée en 1987, donc nous sommes pratiquement à 37 années d'existence et de fonctionnement continu. Nous travaillons principalement dans le métier de l'accompagnement, mais avec une spécialisation dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et notre vocation ici vise à développer les chaînes de valeur agricoles, favoriser l'intégration des jeunes, l'inclusion des groupes marginalisés dans les chaînes de valeur par la formation professionnelle, par l'apport des connaissances, des technologies, principalement des technologies low cost, par aussi l'appui aux structures d'encadrement, ce qu'on appelle les organisations intermédiaires et qui font partie des systèmes locaux de production, donc les incubateurs d'entreprises, les organisations de producteurs et les clusters. Et enfin, nous faisons dans la formation diplômante avec notre académie, qui est le dernier né de notre structure, avec CIMA-ISIP, CIMA Technopole, c'est-à-dire l'Institut supérieur polytechnique international CIMA Technopole. Ok, merci Norbert, on a compris vraiment toute la palette de domaines d'expertise que tu as. Mais alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'États qui souhaitent que on puisse aller vers une politique d'impôt-substitution et encouragent donc différents acteurs à se lancer sur les questions agricoles. Mais se lancer sur les questions agricoles ne peut pas être fait sans un bon modèle. Donc, de par votre expérience sur le terrain au Cameroun, et je sais aussi dans la sous-région et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Est, quel peut être le modèle économique rentable des chaînes de valeur agricoles que tu peux conseiller aux différents acteurs qui souhaitent se lancer ou bien qui s'y sont lancés, mais qui ont besoin d'ajustements pour pouvoir optimiser leur rendement? Je voudrais d'entrée de jeu dire que le développement d'une chaîne de valeur demande plusieurs types de connaissances spécifiques. Et bien sûr, c'est autour de ces différentes connaissances spécifiques qu'on peut mettre en valeur, créer de la valeur sur la chaîne de valeur. Ça demande des connaissances sur le plan agronomique, des connaissances sur le domaine de l'agroalimentaire, des connaissances sur les aspects économiques et financiers, et des connaissances sur du marketing. Et voilà des combinaisons de connaissances dont on a besoin pour créer la valeur sur une chaîne de valeur agricole. Et sur une chaîne de valeur agricole, il y a en général plusieurs maillons. Ce qu'on appelle des créneaux. Sur les maillons, il y a des créneaux porteurs.
Il est porteur, pourquoi? Parce qu'il est connecté sur un marché. C'est un marché qui a un potentiel de développement, où l'accès est facile pour l'entrepreneur agribusiness. Ou facile, ça veut dire quoi? Il y a peu de barrières à l'entrée. La barrière peut être technologique, la barrière peut être le capital, la barrière peut être même institutionnelle. Le cadre institutionnel ou même le climat des affaires peut être une barrière à l'entrée. Le marché existe, mais il y a des barrières à l'entrée. Et le créneau est porteur parce que l'entrepreneur réussit à trouver un filon, un moyen pour franchir ces barrières à l'entrée. Et justement, c'est sa capacité à construire cette barrière à l'entrée qu'on appelle le modèle économique rentable. Sinon, il peut dire, oui, je vais transformer, je veux faire du chocolat, mais ne pas être capable de vendre du chocolat un jour. Parce que le chocolat, ce n'est pas du chocolat qu'on consomme, mais c'est des signes qu'on consomme. Et donc, l'image de marque compte beaucoup. Il va faire le meilleur chocolat du monde, mais les gens vont continuer à acheter autre chose, des chocolats de grande marque. Marque, c'est autre pour vendre. Par contre, si dans son modèle économique, il réussit à travailler pour une franchise, être par exemple dans le sourcing de Mars, ou peut-être travailler comme faire une franchise avec Mars, c'est-à-dire il fait une partie, il produit mais vend sur sa marque. Là, ça peut être un moyen de pénétrer sur ce marché parce que du coup, il va profiter, il va franchir plusieurs barrières à l'entrée. La barrière à l'entrée peut être aussi, pour le cas du chocolat, vraiment d'autres investissements. L'investissement, parce que pour atteindre le segment de marché visé, il faut un niveau de qualité de standard. Standards à respecter, et les standards, ça implique des technologies, des équipements très particuliers, et donc du coup il sera limité sur le plan de la capacité à mobiliser les investissements, surtout dans un contexte où l'environnement n'est pas favorable à l'accès au crédit pour les petits entrepreneurs. Par contre, il peut choisir une option de niche. L'option de niche, ça veut dire quoi? Moi, je me positionne comme un petit artisan chocolatier et je me mets sur le créneau des anniversaires et des cadeaux. Tu vois, il ne va plus affronter les grands groupes. Il sait qu'il va travailler avec les traiteurs, tous ceux qui organisent des événements. En fait, c'est un produit d'événement qu'il met sur le marché. Son modèle économique est basé sur ce concept-là. Je travaille sur l'événement. Ça veut dire qu'avec ce modèle économique, c'est avec sa main qu'il va travailler. C'est un travail d'artisan. Donc le capital financier, le capital d'investissement sera fortement réduit. Il peut continuer à travailler et ce sera bien valorisé avec ses équipements de cuisine. Oui, mais ce n'est pas pour autant dire qu'il ne va pas gagner de l'argent. Parce qu'en fait, ce n'est pas avec le chiffre d'affaires qu'on gagne de l'argent, mais c'est avec des marges. Donc, vous voyez que ce modèle économique allait sur choisir, compte de tous ces contraintes, choisir un marché de niche où l'exigence en matière de capital est très élevée. Le choix technologique, si c'est l'artisanat, il valorise le travail de sa main, comme les cuisiniers, comme les grands maîtres. C'est son travail de main qui est valorisé. Et ça, et en plus, dans cette option-là, il est dans de petites séries. Il faut simplement qu'il construise une bonne réputation en termes de maître, de spécialiste, et il va certainement développer un marché de proximité. Donc vous voyez que à côté d'un entrepreneur comme ça, et un autre qui dit moi je vais attaquer peut-être Choco comme ici, avec les conditionnements conventionnels, etc. Ça va être très difficile pour lui parce que, premier obstacle, entrer dans le réseau de distribution. Il faut qu'il rentre, il faut qu'il soit capable de générer des marges suffisantes
pour répartir hein, à la distribution. Il faut qu'ils soient capables d'avoir des ressources financières pour supporter les délais de distribution, les délais de paiement de la distribution. Il faut qu'il ait du volume pour pouvoir approvisionner, respecter les unités de commande exigées. Donc, du coup, ça augmente l'investissement, ça augmente le risque et ça augmente aussi ça limite aussi sa capacité à aller attaquer. Et en plus, il s'expose beaucoup aux grands concurrents qui peuvent décider de l'éliminer du marché, rien qu'en lui mettant des barrières à l'entrée dans le réseau de distribution. Dans le réseau de distribution, vous voyez, contrairement au premier modèle que j'ai indiqué là, qui est quelqu'un de plus discret, hein, qui est sur un segment qui n'est pas un segment générique, hein, c'est du porte-à-porte. Il valorise ses compétences, il est plus comme un artisan. Un artisan, ça ne veut pas dire qu'il est au rabais. Et sur cette base-là, il peut accumuler du capital. Et vous voyez qu'avec cette approche, on règle des problèmes d'accès au marché. On fait tomber les barrières, les problèmes, des contraintes qui sont le capital. Et on peut aussi facilement passer à travers la maille de l'environnement, parce qu'il peut même démarrer sur le plan informel et ne pas avoir des problèmes fonctionner. Voilà un exemple concret et tout ceci se traduit va se traduire dans son plan d'affaires, va démarrer et ça sera certainement la première étape de développement de son entreprise. L'idée n'est pas de changer d'échelle, c'est-à-dire avec les investissements. Il peut simplement développer une franchise plus tard, parce que les autres vont continuer son concept avec sa marque dans d'autres localités. Ça lui permet de toucher les autres marchés, mais avec son concept. Il prend juste des royalties, c'est les marques, c'est comme suit. Et ça peut être quelque chose d'extrêmement rentable et ça lui permet de développer son activité tout en profitant de ce marché de chocolat qui prend de l'envergure dans les pays en développement. Ok, merci Norbert. On a compris que bon, tout se fait de l'argent, c'est pas la marge, c'est pas par rapport au chiffre d'affaires. Mais aussi, ton exemple est parti sur un produit assez spécifique, qui est celui de marché de niche avec le chocolat. Mais par contre, si on prend vraiment dans le cas des imports substitutions, le manioc qu'on encourage dans différents pays africains pour remplacer le blé, la pisciculture pour laquelle on encourage beaucoup, la culture de riz, la culture de maïs, etc. Quel peut être le bon modèle économique qu'il peut y avoir dans ces différentes spéculations et qui peut encourager les acteurs qui souhaitent pouvoir se mettre sur ce créneau, qui n'est pas forcément un marché de niche, peut-être que c'est aussi un marché de niche, mais c'est toi qui peux nous le dire si on peut en trouver dans ces créneaux. Bon, compte tenu de la contrainte de temps que nous avons, on va prendre le cas de manioc qui est plus populaire et bien connu, parce que le manioc, aujourd'hui, peut être un substitut du pain. Mais d'entrée de jeu, je vous dirais que c'est un mauvais exemple pour l'import substitution, parce que la calorie du manioc, alimentaire du manioc, coûte plus cher que la calorie du pain. Donc en réalité, une calorie de manioc coûte peut-être même une fois ou deux fois plus cher que la calorie du pain. Donc, aller prétendre faire la substitution au pain, c'est extrêmement ambitieux et n'est pas à la portée d'un petit entrepreneur. Il faut d'abord comprendre ça. Pourquoi la calorie de manioc est plus chère que la calorie du pain? Je vais prendre par exemple le pain. Le pain est subventionné à plusieurs niveaux. Déjà par la farine, les subventions à l'exportation. Et au niveau du pays, compte tenu du fait que c'est un produit très sensible, il bénéficie de beaucoup d'exonérations. Tu vois, c'est les taxes, les droits de douane, etc. Beaucoup d'exonérations à l'entrée. Ça permet d'être... Ça veut dire si vous rentrez valoriser le manioc en pénétrant le marché du pain.
c'est-à-dire comme substitut de la farine, je pense que vous allez vous casser proprement la figure. Parce que il sera très difficile pour vous d'avoir une farine de manioc équivalent au prix de la farine de blé. Ça coûtera beaucoup plus cher. La substitution ne sera possible que s'il crée une autre valeur. C'est-à-dire qu'une valeur qui n'est pas la valeur, la valeur en termes de différencier de prix, mais en termes peut-être d'image, parce que les gens aiment ces produits traditionnels, etc. Or, le pain n'est pas un produit traditionnel. Par contre, on peut travailler sur le manioc. Bon, je ne vais pas rentrer beaucoup parce que j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur la substitution manioc à la farine pour faire des produits de boulangerie, notamment les pâtisseries, les brioches, les beignets et même du pain, où on a démontré que selon les produits, on peut aller même jusqu'à 40-50% de substitution. Enfin, je dis c'est difficile parce que dans ce pays, les conditions sont telles qu'on ne peut pas produire. Vous ne pouvez pas acheter le manioc pour la transformation à 50 francs le kilo. Au-delà de 50 francs, vous ne pouvez rentabiliser aucune unité industrielle. 50 francs le kilo de manioc. Impossible. Pourquoi? Parce que déjà, le facteur transport, 1 kilo de manioc, il y a déjà 10 à 15 francs mangés par le transport. Oui. Et maintenant, l'activité, la production même. Allez sur le marché, vous allez voir le tas de manioc. Le tas de manioc aujourd'hui, qui est l'équivalent d'un kilo de pain, d'un kilo de riz, c'est 500 francs. Mais quand vous ramenez ce tas de manioc à la valeur d'utilisation, ça ne représente rien. Ce n'est plus l'équivalent du kilo de riz. Parce que, une bonne partie, c'est des déchets, parce que c'est des pertes liées à la détérioration du produit. Vous nettoyez. Quand vous intégrez le temps que vous mettez pour aller fouiller les marchés traditionnels et chercher ça, ainsi de suite, vous retrouvez un produit qui est tellement coûteux. Et ouais, c'est... Donc, par contre, vous avez des produits traditionnels pour lesquels on peut mieux valoriser le manioc. Vous comprenez aujourd'hui. Et là où on peut situer la substitution de riz, le héros pour substituer le riz. Puisque c'est toujours les plats de résistance. Or, le héros, c'est avec le watafufu de manioc. C'est comme ça, il ne faut pas attaquer le marché du pain. On ne s'en sortirait pas. Donc, le modèle économique pour valoriser le manioc, ce ne serait pas avec la substitution du pain, mais vous êtes fournisseur de pâte de manioc pour les héros. Ouais. Et ça, on gagne de l'argent avec ça. Parce que c'est un produit prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi, et où il y a une demande très forte, la barrière à l'entrée faible, les connaissances technologiques pour y arriver sont pratiquement, c'est quasi très... on peut créer la valeur sur ça par les services, de rendre plus disponible, travailler sur la qualité, l'origine, parce qu'il y a des héros qu'on sait que ça vient de tel endroit, c'est plus intéressant, tout ça. Et aussi par l'accompagnement, par des recettes. C'est comme ça. Vous allez vous vendre un complément, mais ça devient, vous mettez, dites que oui, on peut utiliser ma pâte de manioc là pour faire ceci, cela, cela. Même le gari est très difficile. On ne gagne pas de l'argent sur le gari. Là où on gagne de l'argent aujourd'hui, là, pour le manioc, c'est le créneau du héros qui se développe, qui devient un plat national. Et ça pourrait être un substitut du riz. Regardez quand vous allez dans les services traiteurs, les restaurants. On met le riz, et héros. Mais regardez comment les gens se servent. Les gens vont laisser le riz et vont prendre le héros. C'est ça qu'il faut voir. Donc la substitution devrait être là. Donc l'entrepreneur, nous, on lui recommanderait d'aller sur des produits. Un autre créneau porteur pourrait être, et sur lequel on peut développer un bon modèle économique, effectivement. Vous savez, le manioc, c'est un produit qui est difficile. Pour les ménages, les gens l'aiment comme complément et qui peut être également un substitut de riz. Il est au même niveau que la banane plantain,
les ignames, parce qu'il a un complément de coquille, complément de sauce, complément de ceci, complément de bouillon, complément de là. C'est un complément. Donc il est un substitut de riz pour le complément. Mais c'est un complément qui coûte cher. Il est très cher, ça devient même un produit de luxe. Allez sur le marché, vous allez voir pour les femmes qui vendent le coquille. Elles donnent moins de manioc. Si tu demandes le complément en manioc, banane, banane, tu auras plus de banane que de manioc. Parce que le manioc coûte cher. C'est que ça, c'est un complément. Les gens vont prendre ce complément-là parce que culturellement, ils aiment le manioc. C'est un manioc, c'est un produit. Donc même le valoriser en termes de complément, c'est-à-dire entier, ça va être... C'est pas sur ce modèle économique qu'il faut travailler. Par contre, on peut travailler sur un modèle économique où on le rend disponible. Le rend disponible pour les ménages qui voudraient bien l'utiliser comme complément. Et ça fait en sorte que le temps qu'on investit pour aller le chercher au marché, pour venir le nettoyer avec les poètes de 30 à 40% sur le lot, on vous met à disposition un lot prêt à l'emploi. Mais il faut une barrière technologique. Parce que le manioc, c'est un produit fortement périssable. Si vous n'avez pas la technologie, cette technologie peut nécessiter des investissements importants. Vous voyez, et quand on parle d'investissement, ça veut dire barrière financière. Allez chercher le marché là. Mais il faut beaucoup de capitaux pour le faire, il faut des connaissances technologiques, un gros savoir-faire. Donc du coup, ça exclut une catégorie d'entrepreneurs. Donc ceux qui rêvent en disant qu'on peut faire beaucoup de choses, le manioc, faites attention, c'est vraiment l'or blanc. Mais le système de production que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas de profiter de cet or blanc. Ok, merci beaucoup Norbert, vraiment merci pour ta disponibilité. Je sais que tu es consultant, mais aussi tu as mis en place l'Institut supérieur de... alors comment tu appelles l'Institut supérieur international Polytechnique Cima Technologie. Voilà, et qu'on peut te retrouver facilement là-bas pour des appuis ou des conseils. De toute façon, on est arrivé à la fin de notre échange. Merci encore une fois Norbert pour ta disponibilité. Au niveau du bureau ASEA Expertise, une de nos particularités est vraiment de pouvoir valoriser les compétences africaines. Donc, on vous remercie d'être connectés et puis on va se retrouver la prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Nous encourageons fortement cette initiative. Nous pourrons y apporter quelques appuis en cas de notre disponibilité, au cas où nous sommes sollicités. Merci beaucoup. ASEA Consulting est la plateforme créée par le bureau d'études ASEA Expertise dans le but de connecter les experts et les consultants de divers domaines. Notre vision est de valoriser les compétences africaines en mettant en place un système de réseautage et de renforcement des capacités. Vous êtes consultant, vous cherchez de nouvelles opportunités, vous trouverez sur la plateforme des missions quotidiennes dans divers domaines qui y sont publiés. Nos webinaires thématiques vous permettent de mieux comprendre le marché, d'enrichir vos compétences et de profiter des conseils pratiques d'autres experts. Élargissez votre réseau en vous connectant à d'autres consultants, partagez votre expérience et créez de nouveaux consortia. Profitez des conseils pratiques et des ressources spécialement conçues pour optimiser votre activité de consultant. Rejoignez ASEA Consulting et faites partie de la communauté qui transforme le paysage du conseil en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro ci-après. ASEA Consulting, la valorisation de l'expertise africaine.